Bonsoir et merci de cette invitation qui m'a permis de visiter votre pays pour la première fois. Et donc j'espère qu'on aura une bonne discussion ensemble. Moi, je suis philosophe. Je m'excuse de ça. Je dis ça parce que j'ai vu hier et de ce que j'ai compris d'avant-hier que la plupart des thèmes qu'on a traités ici ont été des thèmes plutôt très concrets, très disons, très fortement liés à la réalité empirique aussi. Moi, j'essaie de faire la même chose, mais de le faire en philosophe, donc de vous proposer des conseils pour interpréter la réalité contemporaine. Je pense que la philosophie doit surtout poser des problèmes et doit essayer, disons, d'aborder les situations d'une manière aussi critique, je veux dire, en dénonçant quelles sont justement les pathologies, le mal qui se produit à l'intérieur de la société et d'essayer d'expliquer aussi pourquoi ça arrive et quelquefois d'expliquer aussi quand tout ça est commencé. J'ai coupé des parties de mon paper parce que je me suis justement rendu compte que il y avait des parties trop philosophiques et je voulais permettre aussi que, comme j'ai dit aussi un peu dans mon intervention hier, je voudrais m'occuper plutôt des conséquences de la crise sur le plan subjectif, anthropologique, culturel et social. Donc les conséquences sur les individus, sur la structure anthropologique des individus, sur les relations entre les hommes et tout ça. Cela dit, je voudrais faire encore deux considérations préliminaires. Je m'excuse de suivre un texte écrit parce que ça me permet de respecter le temps, parce qu'autrement, dans une langue qui n'est pas la mienne, je suis sûr que je perdrai beaucoup de temps. Alors je pense que le thème de passion est éclairant si l'on veut analyser l'âge global en tant que temps de crise. Et en second lieu, je concentrerai en particulier mon attention sur deux passions, comme le titre le dit clairement, qui à mon avis sont aujourd'hui très présentes et incisives, c'est-à-dire la peur et le ressentiment que je considère comme étant liés par un rapport de spécularité et qui assume un caractère justement pathologique. Aujourd'hui, on voit émerger des menaces planétaires toujours plus inquiétantes, ça a été justement le thème de ces jours-là, catastrophes écologiques, épidémies virales, risques de guerre biologique et nucléaire, flux migratoires, développement préoccupant des biotechnologies et, last but not least, le terrorisme international. Tout ça provoque un état d'insécurité et d'anxiété aiguisé par la conscience obscure de leur nature incontrôlable, surtout en raison de leur caractère global. Car ces menaces ont la caractéristique inédite de franchir les frontières nationales et d'ignorer les géographies territoriales en produisant des effets cumulatifs et en causant cette perte de contrôle dont ont parlé certains sociologues qui expose les individus de la société globale à un sentiment d'impuissance et de dépaysement. On voit avant tout revenir la peur, par laquelle devient, excusez-moi, dans sa configuration surtout sociale et politique, un défi pour la sécurité illusoire et arrogante de nos démocraties. Mais au moment même de sa réactivation, ce qui révèle son caractère tout autre qu'obsolète, comme on avait eu l'illusion, la peur
paraît prendre une configuration particulière qui rend difficile d'en reconnaître la phénoménologie psychique, tout comme de déterminer les stratégies possibles pour l'aborder. Il faut s'interroger, à mon avis, en premier lieu, sur l'objet de la peur. On a peur de quoi? On a peur de qui? La peur est une passion qu'il faut décliner. Alors très rapidement, je pourrais dire qu'aux origines de l'humanité, la peur était surtout peur de la nature, en tant que, disons, contexte étranger pour l'homme. Et puis, à l'époque moderne, elle devient surtout peur de l'autre. Et à ce propos, il suffit de penser au scénario décrit par le philosophe Thomas Hobbes, qui est, disons, le philosophe avec lequel la modernité commence, et en particulier la modernité sociale et politique commence. Donc là, j'avais beaucoup de choses à dire sur ça, mais c'est juste une des parties que j'ai coupées. Je me limite à dire à rappeler que Hobbes décrit lui aussi au XVIIe siècle justement un temps de crise, un temps de guerre de religion, de conflits et tout ça. Il décrit des individus désorientés par une profonde crise d'insécurité issue de ce qu'on a appelé la perte de l'ordre cosmique, l'ordre social qui était auparavant. Les individus ont perdu le point de repère préconstitué. Ils sont libres et égaux pour la première fois dans l'histoire, mais c'est justement pour cette raison qu'ils sont exposés à une insécurité provoquée par l'autre, perçue essentiellement comme un rival et comme un ennemi. La peur est donc une peur de la mort, mais cette fois infligée par l'autre. Elle est donc essentiellement une peur de l'autre. De manière paradoxale, et je serai très rapide sur ça, c'est de cette peur même que provient la solution proposée par Hobbes. Car il arrive que cette peur qui rend insupportable la vie en société agisse comme une sorte de choc émotif qui reconduit les individus à la raison et à la conscience de l'urgence de s'auto-limiter. À ce propos, cette forme de peur a été définie la passion raisonnable. Les hommes méfiants les uns envers les autres et envers leur passion même décident à travers un pacte rationnel de s'en remettre à une institution, l'État, pour qu'elle les libère du conflit et de la peur en leur garantissant une société pacifique et ordonnée. C'est cela, très rapidement, le schéma de Hobbes qui nous fait comprendre que, à l'origine de la modernité et pour tous les siècles qui vont suivre, la peur est un fondement de la société politique moderne et partant de la paix, de la sécurité, de la stabilité de la vie en commun. La peur devient donc dans la modernité une passion qu'on peut définir politiquement productive. Elle se révèle un moteur puissant pour garantir l'ordre politique et reconstruire l'espace symbolique. Mais à ce point-là, on peut se demander quel rapport y a-t-il entre cette peur, la peur moderne, la peur hobbesienne, constructive et socialement efficace, et la peur globale dont je parlais au début. Pour le comprendre, il faut s'interroger de nouveau sur l'objet de la peur. De quoi, de qui on a peur aujourd'hui? Je pense qu'on peut individuer deux objets prioritaires. En premier lieu, il y a la peur face à des menaces indéterminées dont on a parlé les jours avant, comme le changement du climat, le danger nucléaire, mais aussi l'angoisse provoquée par la révolution informatique, excès d'information par exemple, ou la révolution biotechnologique, la manipulation du corps par exemple, etc. Je peux dire que je me suis beaucoup
occupé de cet aspect, mais ce n'est pas cet aspect que je vous propose aujourd'hui. Le sociologue Zygmunt Bauman a résumé cette situation avec le concept d'insécurité. C'est très complexe. Il s'agit d'une allusion qui fait allusion à une insécurité répandue qui concerne le plan immédiat de la peur pour la sécurité personnelle, le manque de confiance envers la stabilité du monde et des institutions, la perte de confiance en soi-même et en ses propres capacités, etc. En deuxième lieu, il y a la peur de l'autre, qui prend toutefois par rapport au scénario décrit par Hobbes une configuration inédite. Et c'est sur cet aspect que je voudrais maintenant concentrer mon attention. À ce propos, la première question qu'il faut poser est, à mon avis, la suivante. Qui est l'autre aujourd'hui? Là, j'ai quelques problèmes parce que je fais un petit détour. Je suis là depuis 2 jours. J'ai eu l'occasion d'avoir un premier coup d'œil sur la société d'Andorre et j'ai vu qu'il s'agit d'une société heureusement homogène où on m'a dit aussi il n'y a pas beaucoup de conflits, il n'y a pas de violence, il n'y a pas, disons, toute une série de phénomènes qui sont, au contraire, très installés et très présents à côté de vous, en Espagne, dans l'Europe, dans le monde et dans l'Occident, et pas seulement dans l'Occident. Donc, j'espère de ne pas toucher un aspect qui ne vous voit pas particulièrement sensible. Mais je crois que dans la société globale, naturellement, on est frappé pas seulement de la réalité locale, mais justement aussi de la réalité globale qu'il faut tout à fait essayer d'interpréter. Excusez-moi, j'ai besoin de boire, donc il faut que je me déplace toutes les fois parce que le verre va... OK. Alors la question était, qui est l'autre aujourd'hui? On pourrait dire certainement qu'il n'est plus la figure que nous avons rencontrée dans le contexte hobbésien, dans le contexte moderne. C'est-à-dire que l'autre n'est plus l'ennemi réel, concret, identifiable, avec lequel on se heurte à partir d'une condition d'égalité et d'homogénéité. L'autre est devenu l'étranger, le différent, une figure sans visage ni nom, qui incarne justement la différence, et qu'on peut décliner comme différence ethnique, comme je disais avant, différence culturelle en général, différence religieuse, différence linguistique et tout ça. Il suffit de penser évidemment au grand flux migratoire produit par la globalisation, à la contamination entre les cultures et le style de vie, au soi-disant multiculturalisme, qui est un des mots d'ordre les plus répandus dans la philosophie actuelle, et je reviens un moment sur ça après. L'autre est donc ce qu'un grand sociologue du début du XXe siècle, Georg Simmel, avait déjà défini l'étranger intérieur. C'est-à-dire celui qui vient pour rester, celui que l'on ne peut ni assimiler parce qu'il maintient sa propre identité, ni expulser parce que, et ça c'est un aspect très important, parce qu'il n'y a plus dans la société globale de véritables limites ou frontières entre le dedans et le dehors, entre l'ici et l'ailleurs. La limite ou frontière qui évoque l'idée d'une ligne de démarcation précise et rassurante, comme dans la première modernité fondée sur l'État, sur les territoires, sur la possibilité d'immunisation
à l'intérieur des bornes tracées par l'État, a été en effet substitué par un limes ni clairement tracé, ni définissable, qui exclut, mais ne sépare pas et qui ne garantit plus aucune immunité. L'étranger est désormais parmi nous. Ce n'est plus celui que nous pouvons expulser, ni celui qui vient et puis s'en va. Au contraire, il est de plus en plus identifiable avec la figure zimmélienne de l'étranger intérieur, celui qui vient, disait Zimmel, celui qui vient et qui demain va rester. De sorte qu'il devient impossible d'exporter ailleurs ce qui trouble la paix et la cohésion intérieure. La globalisation, entendue surtout dans toutes ces possibles déclinations, nous a privés de l'ailleurs. Il n'y a plus d'ailleurs. L'autre de la société globale, immigrés, réfugiés, clandestins, est caractérisé par un paradoxe constitutif, en vertu duquel il est une présence à la fois antérieure et distante, proche et étrangère. Et donc il représente une menace permanente et inquiétante, répandue et multiforme, qui défie toute stratégie d'assimilation ou d'expulsion. Il devient par conséquent une source endémique de peur qui paraît vouer les stratégies traditionnelles de défense, comme la politique et ses institutions, à l'échec. La peur de l'autre devient ce que je voudrais définir avec un concept qui m'a été inspiré par un philosophe français que j'ai beaucoup aimé, Georges Bataille, que je voudrais définir peur de la contamination. Mais dans ce cas aussi, il s'agit plutôt d'angoisse que de peur, puisque l'autre... Non, excusez-moi. Je pense que... Ouais. Oui, j'ai oublié Oui, j'ai oublié de vous dire que j'assume qu'il faudrait parler aujourd'hui, à partir de cette diagnose que je suis en train de vous proposer, qu'il faudrait parler plutôt d'angoisse que de peur. En reprenant, en évoquant la distinction freudienne, en vertu de laquelle la peur est peur par rapport à un objet concret et déterminé, et l'angoisse est peur par rapport à un objet indéterminé. Donc, dans la société globale, on est toujours en face d'objets et de risques et de défis et de dangers indéterminés, à partir des risques globaux comme le réchauffement du climat, jusqu'à la figure de l'autre qui n'est plus justement quelqu'un que l'on peut facilement identifier, reconnaître et tout ça, mais qui n'a pas de nom, qui n'a pas de visage, qui est anonyme, qui est indifférencié et qui a donc lui-même la caractéristique de l'indétermination. Et donc c'est pour ça que je préfère, que je suggère de parler plutôt d'angoisse que de peur. Excusez-moi, j'avais oublié ce passage qui est pourtant très important pour moi. Donc, ce qui se passe, c'est que, au risque de la contamination, les individus de la société globale donnent une réponse à la fois défensive et agressive. Ils réagissent par la projection sur l'autre de leur propre peur et par une recherche d'immunité qui aboutit à l'opposition violente nous et. En d'autres termes, l'angoisse produit des effets persécuteurs qui poussent à la construction d'un bouc émissaire sur lequel diriger l'attribution de responsabilité et de culpabilité de ce qui se passe, du mal
qui traversent la société contemporaine. Cette angoisse, en outre, pousse à la formation de communautés destructives, on les a appelées comme ça, qui trouvent leur cohésion dans la volonté d'exclusion violente de l'autre en tant que porteur du mal présumé. À ce propos, les sociologues, je pourrais citer Richard Sennett, Bauman et tout ça, mais je ne vais je vais pas vous ennuyer avec les citations. On parlait quand même de communauté de la peur, ou avec une expression très efficace, du nous en tant que pronom dangereux. On assiste donc à la résurgence plus ou moins souterraine de mythologie de la pureté, d'ancienne mémoire, qui débouche sur une attaque contre les minorités et sur la prolifération des conflits ethniques et religieux, dont l'élément commun est la neutralisation des différences. En somme, le devenir intérieur de l'étranger qui rend la limite traditionnelle entre eux, en dedans et en dehors, et l'indétermination de la figure de l'autre produisent une radicalisation du mécanisme immunitaire qui donne à son tour origine à une projection persécutrice sur l'autre, chaque fois choisie ad hoc sur la base de certaines qualités, et à l'invention de l'ennemi à travers la construction de boucs émissaires. Autant dire que la peur perd, pour ainsi dire, toute qualité raisonnable et toute fonction productrice qu'on a vue dans le scénario moderne pour se transformer en haine et mépris. L'individu de l'Occident, se sent assiégé par l'étranger, menacé dans sa propre sécurité, dans ses privilèges et dans son identité. L'autre est perçu comme celui qui envahit nos territoires, qui nous dérobe travail et ressources et qui, surtout par sa diversité, produit des effets de contamination menaçant notre identité. Or, en réponse à tout ceci, de manière réciproque et spéculaire, comme je l'ai dit au début, et c'est ma deuxième thèse, voilà que monte le ressentiment des humiliés et des exclus, de ceux qui justement arrivent dans une terre étrangère et subissent humiliation, refus, mépris. Mais qu'est-ce que c'est le ressentiment? Bon, je ne peux pas m'arrêter trop là-dessus, il s'agit d'une passion très compliquée dont on a parlé le philosophe Nietzsche dans le XXe siècle, entre le 19e et 20e siècle. Il y a surtout deux philosophes qui ont analysé cette passion, Friedrich Nietzsche et Max Scheler. Sur la base de leur réflexion, je me limite à dire que le ressentiment, c'est une passion qui provient toujours d'un sentiment d'infériorité et d'impuissance. Une passion qui est caractérisée par une ambivalence constitutive parce qu'elle suppose une réaction de rancune envers quelqu'un que, en même temps, nous admirons et envions. Envers quelqu'un qui possède ce que nous désirons mais que nous n'avons aucun espoir d'obtenir. Nous, j'entends naturellement, je suis en train de parler maintenant des sujets humiliés et exclus. Le sentiment d'infériorité issu de la conscience de ne pouvoir accéder aux mêmes biens et aux mêmes conditions que l'autre entraîne une tension pénible qui trouve, pour ainsi dire, une solution dans le ressentiment, une fausse solution. Pour reprendre un terme d'un psychanalyste français qui s'appelle Bernard Saillag, on pourrait dire que le ressentiment est une passion triste qui intoxique l'âme et mine le sujet en poussant ses énergies émotives vers la rancune, l'envie, la vengeance. À l'origine du ressentiment se trouve toujours, je voudrais ajouter, un manque de reconnaissance qui produit humiliation et impuissance et qui débouche sur une spirale de conflictualité et de violence.
Cette évidence ressort indéniablement dans les nombreux conflits de par le monde, qui naissent surtout de la défense violente de l'identité de la part d'un autre qui s'insurge contre la méconnaissance et l'exclusion. Cela ne veut pas dire, précisons-là tout de suite, que les luttes pour la reconnaissance sur lesquelles la philosophie politique et sociale contemporaine a concentré beaucoup d'attention, ça ne veut pas dire que les luttes pour la reconnaissance sont toujours fondées sur le ressentiment. La reconnaissance est tout à fait nécessaire pour la confirmation de l'identité, mais il est indéniable que la réaction ressentie donne très souvent le ton dominant et pathologique des luttes pour la reconnaissance d'aujourd'hui, lorsque celles-ci deviennent purement réactives. Les conflits de classe qui ont caractérisé l'ensemble du XXe siècle semblent avoir été remplacés par un ensemble fragmenté de conflits culturels, ethniques et religieux, inspirés d'une part par un sentiment de peur et de l'autre par un esprit de vengeance et de revanche envers quelqu'un qui est à la fois objet d'admiration et de haine envieuse. C'est le cas, comme le soutiennent par exemple les philosophes Peter Sloterdijk et Žižek, des fondamentalismes en général, et surtout du fondamentalisme islamique. Žižek n'a pas tort lorsqu'il affirme dans son livre « La violence invisible » que les fondamentalistes de nos jours ne sont pas poussés par la volonté légitime de défendre l'identité culturelle islamique contre la domination planétaire de la civilisation occidentale globale, mais plutôt par un sentiment d'infériorité et d'envie envers l'Occident. Et Sloterdijk, dans son livre sur la colère, a raison lorsqu'il parle de la disparition ou de l'affaiblissement de ce qu'il appelle les passions timotiques, en prenant la définition de Platon. C'est-à-dire de ces passions qui, comme la colère, produisent une énergie active et mobilisante, capable de se traduire en révolte légitime et en demande de justice. Il n'y a plus, dit Sloterdijk, des banques de colère qui puissent ressembler et coaguler les différents moments de lutte et d'émancipation, comme le faisait le mouvement ouvrier du XIXe et XXe siècle. On assiste, au contraire, à une multiplicité de phénomènes de vengeance et à une épidémie de violence, d'origine, je l'ai dit, surtout ethnique et religieuse, qui explose au niveau planétaire, essaimants, conflits, guerres et même atrocités que, en tant qu'hommes des Lumières convaincus tels que nous sommes, nous avions cru définitivement disparu. Le ressentiment est le visage déformé et régressif de la colère, qui, contrairement à celle-ci, est totalement incapable d'innovation, de changement, d'émancipation. Il s'agit en outre d'une passion, pour ainsi dire, contagieuse, qui peut amorcer des spirales infinies de violence réciproque, comme le scénario global après l'événement des Twin Towers l'a montré. S'il est vrai en effet que le ressentiment a au moins en partie inspiré l'acte terroriste du 11 septembre 2001, il n'est pas moins vrai qu'il a produit la régression de l'Occident, la régression sécuritaire, on l'appelle comme ça, au nom de la sécurité de la revanche punitive de la part des États-Unis, dont les tortures d'Abu Ghraib représentent seulement la pointe de l'iceberg. Et c'est encore la rancœur envers le différent qui, des États-Unis à l'Europe, empoisonne de plus en plus nos sociétés soi-disant multiculturelles, en créant et recréant à travers la démonisation de l'autre de boucs émissaires sur lesquels projeter la culpabilité de notre malaise, de notre crise, de nos échecs. Alors, à ce point-là, on peut se demander quels remèdes sont possibles,
Je l'ai promis, je ne veux pas donner des solutions, mais en tant que philosophe, je m'efforce quand même de donner des perspectives, comme on a essayé de faire hier dans l'après-midi. Une première réponse consiste, à mon avis, dans la possibilité de trouver le remède dans le mal. Il est vrai que la globalisation, en tant que perte de limites et fin de l'opposition dedans-dehors, produit le spectre de la contamination qui amorce des réactions entropiques d'autodéfense identitaire et d'attaque aux responsables présumés de la perte de la pureté. Mais il est vrai aussi que la globalisation ouvre pour la première fois la possibilité d'une déclination positive de l'idée de contamination. En d'autres termes, il s'agirait d'interrompre la stratégie allopathique de l'immunisation en faveur du traitement homéopathique de l'ouverture à l'altérité, au métissage, à l'hospitalité envers la différence. Bref, en transformant, pour ainsi dire, la contamination de fait en valeur. Cette possibilité de transformation se trouve sans aucun doute, au moins en Occident, dans un patrimoine de droit, de respect et de démocratie. Hier, Dominique a parlé justement de la valeur de la démocratie aujourd'hui, qui peut être utilisée contre les dérives pathologiques de la violence et de l'exclusion. Mais cette possibilité se trouve aussi surtout, et cela peut paraître paradoxal, dans le fait que la globalisation, en rendant l'autre proche et intérieur, montre combien il est obsolète de l'investir de projections négatives et qu'il est temps de glisser vers l'idée de différence. Je voudrais suggérer que la proximité avec l'autre, qui aigrit les conflits et la violence, pourrait permettre de transformer la relation avec lui, à condition que l'on soit disposé à reconnaître sa différence, c'est-à-dire sa présence en tant que représentation d'une diversité que l'on ne peut, comme je disais avant, ni expulser, ni assimiler. À ce propos, toutefois, je voudrais ajouter qu'il ne suffit pas de souhaiter un respect raisonnable de l'autre, qui n'élimine pas la distance et la séparation réciproque, ou bien une tolérance libérale, ici, bon, c'est implicite ma polémique avec toute une série de positions libérales que je n'aime pas, parce que la tolérance masque souvent une prétention de supériorité. Non, il faut s'exposer au changement qui provient du contact avec l'autre, en permettant que celui-ci agisse comme facteur de contestation permanente de notre identité. En somme, il faut conjurer l'absolutisation de l'identité, parce que l'identité, comme le dit le grand économiste Amartya Sen, peut devenir une source de violence et de terreur, parce que l'identité peut devenir cause aussi de mort. Surmonter l'angoisse et les réactions destructrices qui en dérivent exige alors de la part de ceux qui se sentent menacés par la diversité, l'ouverture de l'identité, la capacité de risquer la rencontre avec l'autre, l'acceptation de la contamination, la reconnaissance de la différence comme ressource, comme source d'enrichissement de soi. C'est seulement ainsi que cette capacité pourra aboutir à une reconnaissance solidaire. C'est ce que nous suggère par exemple la théorie du métissage. J'ai vu qu'il y a eu une rencontre de l'université d'été sur le métissage qui est un thème très intéressant aujourd'hui. Cette théorie nous rappelle avec le son étymologique prometteur de métis, qui veut dire osmose, pluralité, richesse, l'origine métisse même des civilisations, caractérisée par un syncrétisme inextricable qui naît justement de la contamination entre les cultures. Mais à mon avis, le risque de cette théorie est de tomber dans la rhétorique de l'hybridisme et de l'indifférenciation, qui finit par nier toute identité. À mon avis donc,
Une coexistence des différences exige, par rapport à la rhétorique de la tolérance, la capacité de s'exposer au risque de la rencontre avec l'autre, de se mettre toujours en jeu. Mais elle exige aussi, par rapport à une vision irénique du métissage, la capacité de garder sa propre identité, mais d'en reconnaître le caractère contingent et relatif, d'en démonter les résistances et de s'opposer à ces dynamiques de pouvoir cachées mais omniprésentes à travers le défi qui vient de la différence. La vie en commun des différents est impossible sans l'engagement et la lutte qui sont à la base de la reconnaissance réciproque et surtout sans relativiser sa propre identité. La présence inévitable de l'autre en tant qu'incarnation symbolique de la différence est incontournable. Donc l'idée de contamination que je propose me paraît conjuguer de manière efficace ces deux aspects. Elle me paraît capable d'exprimer le son complexe d'une ouverture qui ne se produit pas sans supposer une dimension d'inquiétude chez les sujets impliqués, sans entraîner des moments de malaise et même de conflit, issus de la provocation qui provient de la différence de l'autre. Car celle-ci défie la solidité de nos convictions et la certitude de nos conquêtes, de nos traditions, de nos styles de vie. Bref, la différence ne peut qu'agir comme un facteur perturbant dans un sens freudien, comme une inquiétante étrangeté qui bouleverse la logique fermée et autoréférentielle de ce qui nous est familier et qui produit une ouverture permanente dans le corps de l'identité, en la préservant de tentations absolutistes et de domination de notre identité, en empêchant sa fermeture immunitaire. Cela signifie aussi affirmer ses propres passions et ses propres raisons. Ça signifie aussi défendre des morceaux d'identité que nous croyons dignes d'être défendus, en même temps que refuser des différences que nous paraissent inacceptables. Je pourrais porter seulement un exemple, le cas du voile, de la loi française sur le voile et tout le débat qui est suivi de ça, si vous voulez un peu retourner sur ça dans la discussion. Cela signifie être prêt à aborder la dynamique épuisante et incertaine de la comparaison et de la négociation qui est nécessairement une partie constitutive de la reconnaissance entre les différents. N'importe quelle défense du multiculturalisme qui ne comprend pas tout ceci est destinée à rester un mot d'ordre abstrait et rhétorique. Si la vie en commun entre différents ne veut pas être une pure coexistence de différences séparées, de communautés séparées et fermées sur elles-mêmes, elle doit supposer la capacité d'une reconnaissance réciproque qui ne se fait pas sans la capacité d'accepter le risque de la relation. Bon, je vais envers la conclusion. Ainsi conçue, la disponibilité à la contamination permet d'interrompre la dynamique perverse de la peur de l'autre pour créer, comme je disais, les conditions d'une reconnaissance solidaire. La solidarité exclusive et immunitaire dans nous, prisonniers de la logique identitaire, est rompue pour s'ouvrir à la possibilité d'une solidarité entre différents. Mais cela ne suffit pas. S'il est vrai que la reconnaissance doit être réciproque, il est nécessaire qu'à leur tour, les exclus, les humiliés, les méconnus, mettent en acte leur propre stratégie pour sortir du gouffre de la méfiance et des passions entraînées par le ressentiment, pour réactiver les passions émancipatives, à savoir pour pouvoir donner origine à une lutte pour la reconnaissance qui ne soit pas inspirée par l'esprit de revanche, par la méfiance et les désirs de vengeance, mais par une légitime prétention de justice. À ce propos, je pense, je ne peux pas vraiment développer trop
cet aspect qui est très compliqué, mais je pense en particulier aux passions de la colère et de l'indignation, dont on a déjà parlé ici. On pourrait dire avec Sloterdijk qu'il faudrait reconstruire des banques de colère, capables de coaguler et de rassembler le désir de liberté et le droit à la dignité de la part de ceux qui sont l'objet de l'injustice et de la domination. Aujourd'hui, plusieurs signaux en ce sens sont bien visibles, évidemment. Il suffit de rappeler ce qui est arrivé, j'en parlais l'autre hier, ce qui est arrivé récemment dans le monde arabe, avec l'explosion de révoltes qui paraissent de véritables révolutions démocratiques. Il faut voir, il faut attendre, mais ça c'est l'impression. Capable donc de démentir toute mythologie funeste du heurt entre les civilisations, le fameux clash of civilization. De la Tunisie à l'Égypte, de la Libye à la Syrie, ce sont surtout les jeunes arabes qui s'insurgent contre les tyrans et les dictateurs en se révoltant contre le chômage et la corruption, la répression et l'inégalité. L'indignation et la colère constituent le moteur d'une révolte qui a pris au dépourvu tout le monde. Le jour de la colère, c'est le nom qu'a pris le 17 février, la date du début de la protestation contre Kadhafi. Et il s'agit d'une colère sans envie ni ressentiment vers l'Occident, contrairement au mouvement fondamentaliste, car elle naît cette fois du désir de lutter de manière autonome pour les droits, la liberté et la dignité. On sait bien aussi qu'Internet, on a parlé aussi de ça, a joué un rôle fondamental dans tout ceci, que la possibilité de se réunir à travers le réseau a été essentielle. Les jeunes ont pu partager leur indignation et descendre dans la rue pour réclamer leur droit au travail, à la dignité, à un futur, comme je disais hier. On voit donc apparaître de nouveaux instruments d'association qui ont la force de promouvoir ce que je voudrais appeler une sorte de partage global. Il est en outre intéressant de voir la participation des femmes à ces événements. Elles se sont mobilisées pour soutenir les protestations, en descendant dans la rue et surtout en communiquant leur adhésion à travers les social networks ou les blogs qu'elles géraient elles-mêmes. Les femmes arabes ont entamé une image séculaire qui les veut passives, silencieuses et assujetties en manifestant activement leur opposition. Et ce sont toujours la colère et l'indignation que nous retrouvons à la base du tout récent mouvement des Indignados, vous le connaissez beaucoup mieux que moi en Espagne, où des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs villes, pas seulement espagnoles, pour affirmer leur aspiration au changement et pour demander à la politique de donner finalement des réponses appropriées. Quelque chose de semblable arrive souvent, toujours, en Italie. Dans les protestations contre le TAV, les trains à grande vitesse, ou dans les révoltes de simples citoyens contre les phénomènes de corruption, de politiques frauduleuses comme le cas de Parma et d'autres situations semblables. Et donc, vraiment, pour conclure, on pourrait conclure en formulant l'hypothèse et en même temps l'espérance que la crise puisse devenir une ressource. Ou mieux, que dans la crise, on puisse trouver le remède contre les pathologies et les défis de la contemporanéité à travers la réactivation des passions émancipatives. J'ai oublié de promettre que je ne crois pas tant, disons, sur le plan surtout moral, éthique, à une éthique du devoir qui m'apparaît désormais tout à fait obsolète. Je crois à la lutte des passions, c'est-à-dire je crois à la possibilité de combattre les passions avec les passions. Et donc, peut-être on a la possibilité de combattre la peur en tant que, disons, passion perverse et persécutoire en réactivant une peur productive et efficace qui nous restitue la conscience aussi de notre vulnérabilité, de notre fragilité
hein, du caractère contingent de notre identité et tout ça, et en même temps de transformer le ressentiment de dépasser le ressentiment en le transformant en colère, en indignation, en toute une série de passions qui sont tout à fait immédiatement liées à la demande de justice. Merci.